Au cœur de l'Italie fasciste, Benito Mussolini élabore un plan aussi ambitieux qu'inquiétant, façonner le destin d'une nation entière par un contrôle absolu sur ses femmes. Il ne lui suffisait pas de dominer la politique ou l'économie, il voulait gouverner les corps, les décisions et l'avenir de millions de femmes italiennes. Le mariage était encouragé dès le plus jeune âge. La maternité est devenue un devoir civique. Le travail, l'éducation et la participation politique ont été restreints ou supprimés. Des institutions spécifiques ont été créées pour encadrer la vie quotidienne des femmes, de l'école à la maternité. C'est l'histoire d'une expérience sociale brutale dans laquelle le corps féminin est devenu le champ de bataille d'une idéologie qui vénérait l'obéissance et la fertilité. Aujourd'hui, nous allons révéler ce que Mussolini a fait aux femmes italiennes, comment leurs droits ont été supprimés, leur liberté écrasée et leur vie transformée en instrument du pouvoir fasciste. L'utérus comme arme. La croisade de Mussolini pour la suprématie démographique. En mai 1927, le régime fasciste lance une politique démographique connue sous le nom de « bataille des naissances ». Son objectif officiel était d'augmenter la population italienne de 40 à 60 millions d'ici 1950. Benito Mussolini a présenté cette campagne comme une priorité stratégique pour garantir la force, l'autonomie et l'expansion territoriale de l'État. Le gouvernement a directement lié la croissance démographique à la puissance militaire et économique. Selon le récit officiel, l'Italie avait besoin de plus de soldats, de plus de travailleurs et de plus de mères. La croissance démographique était présentée comme un devoir patriotique collectif et son accomplissement était systématiquement encouragé et surveillé. L'une des premières mesures a été l'octroi de prêts d'État aux jeunes couples mariés. Le montant de la dette a diminué à mesure que la famille s'agrandissait. Après le 5e ou le 6e enfant, de nombreuses familles étaient exemptées du remboursement. Les hommes ayant au moins 6 enfants vivants pouvaient obtenir une exonération totale de l'impôt sur le revenu, ce qui représentait un avantage considérable dans le secteur salarié. Ces politiques cherchaient à lier la procréation à des récompenses économiques concrètes. En plus des incitations, des restrictions ont été imposées. Sur le lieu de travail, l'État a encouragé une réduction de l'emploi des femmes, en particulier dans l'administration publique et les secteurs industriels. On a fait valoir que les femmes devraient retourner à la maison pour remplir leur rôle naturel de mère. Cette approche a été renforcée par des lois qui limitaient l'accès des femmes à certains concours publics, restreignaient leur permanence dans la fonction publique et favorisaient l'embauche d'hommes mariés avec enfants. Le régime a également adopté des mesures fiscales punitives. L'impôt sur les célibataires, instauré par décret en 1927, obligeait les hommes âgés de 25 à 65 ans à payer une cotisation annuelle supplémentaire. L'impôt variait selon l'âge et le revenu, et seuls les prêtres, les victimes de guerre gravement handicapées et d'autres cas déterminés par l'État en étaient exemptés. Cette sanction économique a renforcé le modèle de la famille nombreuse comme le seul accepté. Sur le plan symbolique, la propagande d'État a promu la maternité comme une forme d'héroïsme civil. Au moyen d'affiches, d'actualités, de discours publics et de célébrations organisées par des organisations telles que l'Opéra national, dans Maternité et enfance, la figure de la mère italienne est exaltée comme l'épine dorsale de l'avenir national. La fertilité était présentée comme une expression concrète de loyauté au régime. La politique nataliste avait également une composante statistique. Des registres spécifiques pour le contrôle des naissances ont été établis par région, par âge et par classe sociale. L'État a analysé le nombre de naissances, de mariages et de décès et a ajusté ses campagnes en conséquence. L'administration fasciste considérait le déclin démographique comme un problème technique à corriger par l'ingénierie sociale. Cette politique démographique ne visait pas seulement à augmenter le nombre de citoyens, son intention était de renforcer un modèle familial hiérarchique dans lequel le père était la figure de l'autorité économique et juridique et les femmes étaient limitées au rôle de reproductrices et d'éducatrices des futurs soldats, ouvriers et fonctionnaires de l'État. La vie privée est désormais régulée par des objectifs nationaux. Pendant plus d'une décennie, la bataille de Los Nacimientos est devenue une politique d'État avec des conséquences pratiques sur l'emploi, l'éducation, les soins de santé et la vie quotidienne. Le régime n'a pas seulement encouragé la natalité, il l'a surveillée, récompensée, sanctionnée
et en a fait un instrument essentiel de son projet politique. Récompense pour être mère. En 1939, le régime institua la médaille de la mère fasciste. Cette décoration a été instituée par décret officiel pour reconnaître publiquement les femmes ayant donné naissance à au moins 5 enfants. Il s'agissait d'un mécanisme de récompense dans le cadre de la campagne nationale pour la croissance démographique. L'acte de reproduction a été formalisé comme un mérite civique. Les médailles ont été remises lors de cérémonies organisées par le Parti national fasciste. Y ont participé les autorités locales, les représentants des organisations de femmes et, dans certains cas, les membres de l'Opéra national, Maternité et Enfance, ONM. Chaque nouvel enfant permettait l'ajout d'un insigne supplémentaire à la médaille originale, ce qui conférait un statut croissant au sein de la hiérarchie symbolique de l'État. La médaille n'était pas un geste isolé. Cela s'est accompagné d'avantages tangibles. L'État a alloué des ressources pour offrir des subventions familiales progressives. Les femmes ayant plusieurs enfants recevaient des versements mensuels qui augmentaient avec le nombre de naissances enregistrées. Ces paiements ont été effectués par l'intermédiaire des fonds locaux de l'ONMI, un réseau d'institutions publiques qui opérait sous la supervision directe du régime. En plus des avantages, les maris de ces femmes bénéficiaient d'importants avantages fiscaux. Après le 6e enfant, les chefs de famille pouvaient accéder à une exonération totale de l'impôt sur le revenu, une condition qui améliorait leur situation par rapport aux autres travailleurs de même statut. Dans le secteur public, le nombre d'enfants était considéré comme un critère préférentiel pour les promotions, les concours et l'attribution de logements. Ces politiques ont également affecté l'accès à l'emploi. Dans les agences d'État et les entreprises liées à l'État, les hommes ayant de nombreuses familles étaient prioritaires dans les contrats et les renouvellements. Cela a consolidé un modèle familial où le revenu du père était directement lié à la fertilité de sa femme. La propagande a renforcé cette politique par des campagnes imprimées et audiovisuelles. Des images de mères entourées d'enfants ont été diffusées, présentées comme des exemples de vertu nationale. Des phrases telles que « Quiconque donne des enfants à la patrie sert l'Italie » étaient utilisées sur des affiches, des publications scolaires et des émissions de radio. La mère prolifique est devenue une figure idéalisée dans le discours fasciste. Dans les écoles, les manuels scolaires mettaient l'accent sur la figure de la mère exemplaire comme pilier de la civilisation italienne. L'État a promu le discours selon lequel la maternité n'était pas un choix privé, mais une responsabilité publique. Cette vision a été renforcée par des organisations de femmes telles que les Fasci, Féminité, et par l'Église catholique, qui a activement collaboré à la promotion de ce modèle. Le régime a intégré ces récompenses dans un système qui allait au-delà des finances familiales. Il s'agissait d'une stratégie politique de légitimation, où le nombre d'enfants devenait une mesure de patriotisme. Chaque femme décorée était présentée comme une citoyenne idéale et en même temps un rappel pour les autres. La reproduction a cessé d'être une fonction biologique ou sociale, elle est devenue quelque chose d'évalué, de comptabilisé et de récompensé par l'appareil d'État. Ces mesures ont consolidé un modèle de citoyenneté féminine axé sur la fécondité. Les femmes étaient reconnues, soutenues et honorées uniquement en fonction de leur capacité à avoir des enfants. L'accès aux avantages et au prestige dépendait de leur aptitude à occuper ce rôle unique. Des sanctions pour ceux qui n'ont pas suivi le modèle. En 1927, le régime fasciste approuva une mesure fiscale visant exclusivement les hommes célibataires. La taxe sur le célibat a établi un impôt obligatoire pour tous les citoyens masculins célibataires âgés de 25 à 65 ans. L'initiative faisait partie de la bataille des naissances et répondait à l'idée que ne pas avoir d'enfants était une forme de déloyauté envers le projet national. Le taux d'imposition était progressif. Les hommes âgés de 25 à 35 ans payaient 70 lire par an, ceux entre 36 et 50 ans 100. À partir de 51 ans, le taux diminuait et les plus de 65 ans étaient exemptés. Le montant augmentait proportionnellement aux revenus et les déclarations obligatoires comprenaient des informations sur l'état matrimonial et le nombre d'enfants. Cette charge fiscale fonctionnait à la fois comme une sanction et comme un mécanisme de contrôle. Le produit de cette taxe a été utilisé pour financer les activités de l'Opéra national Maternité et Enfance, ONMI, une entité chargée de promouvoir la natalité et de fournir une assistance aux mères et aux enfants. De cette façon,
Les hommes sans famille finançaient indirectement les prestations de ceux qui se conformaient au modèle officiel. Les exceptions à la taxe étaient limitées. Seuls les prêtres catholiques, les religieux ayant fait vœu de chasteté, les victimes de guerre gravement handicapées, certains militaires et les personnes légalement incapables de se marier étaient exemptés. Outre son effet économique, la taxe sur le célibat avait une fonction symbolique. L'État l'a utilisée pour stigmatiser le célibat masculin, l'associant à l'égoïsme et à la faiblesse civique. Les hommes célibataires étaient exclus de certaines fonctions publiques, notamment au sein du corps bureaucratique du régime. Dans l'administration publique, les appels à concours et les appels à candidature accordaient une préférence explicite aux hommes mariés avec enfants. La capacité de reproduction, et non pas seulement le mérite technique, détermine l'accès à certains postes. Ce type d'exclusion s'accompagnait d'une rhétorique de propagande qui assimilait les hommes célibataires à des figures marginales. Dans la presse officielle et le discours public, ils étaient dépeints comme des inadaptés, étrangers à l'esprit de sacrifice exigé par la nation. Les campagnes visuelles les ont ignorés, concentrant la représentation du citoyen exemplaire sur le père de familles nombreuses. Sur le plan social, la pression s'étendait aux femmes qui ne suivaient pas le modèle imposé. Bien qu'elles ne soient pas imposées, les femmes célibataires et sans enfants étaient marginalisées au sein des structures institutionnelles et communautaires. Elles n'avaient pas accès aux subventions, n'étaient pas représentées dans les organisations officielles de femmes et étaient exclues de la reconnaissance publique. Dans les écoles, les défilés et les événements civiques, la figure féminine célébrée était exclusivement celle de la mère fertile et obéissante. Cette combinaison de sanctions fiscales, de limitations professionnelles et de pressions symboliques fonctionnait comme un réseau de punitions indirectes. Les femmes sans enfants n'étaient pas persécutées par la loi, mais étaient reléguées à l'anonymat. Le régime n'offrait aucun espace social ou institutionnel à celles qui ne se conformaient pas au rôle maternel, et tout écart par rapport à ce modèle était interprété comme une menace à la cohésion nationale. En 1943, après la chute du régime fasciste, l'impôt sur le célibat fut aboli. Cependant, son existence, qui a duré plus de 15 ans, a laissé une marque durable sur les structures fiscales et sociales du pays. C'était un exemple clair de la manière dont le régime utilisait la pression économique et symbolique pour façonner le comportement personnel selon la logique de l'État. Propagande et manipulation des médias. La représentation publique des femmes a été conçue comme partie intégrante de l'appareil de propagande. Dès les premières années du gouvernement de Benito Mussolini, l'État a construit une image féminine centrée sur l'obéissance, la maternité et la subordination à l'ordre familial. Ce modèle a été systématiquement reproduit par les médias, le système éducatif et les organisations étatiques. Propagande visuelle fasciste, contrôlée par le ministère de la Culture populaire, présentait la femme idéale comme une mère modeste de plusieurs enfants, entièrement dévouée au bien-être du foyer. Les affiches de l'époque représentaient des femmes souriantes aux côtés d'enfants, en train de cuisiner ou de faire la lessive, toujours dans un contexte domestique. Leur participation au travail professionnel et leur autonomie individuelle n'étaient pas encouragées. Les actualités produites par l'Istituto Luce, distribuées dans les cinémas et les écoles, ont renforcé ce message. Dans ces films, les femmes étaient représentées dans le cadre de cérémonies du parti, de campagnes de santé pour les enfants ou d'œuvres caritatives, mais jamais comme des protagonistes indépendantes. Les hommes apparaissaient comme des soldats, des ouvriers ou des chefs, les femmes en tant que mères, infirmières ou figures de soutien. Le système éducatif a renforcé ces images dès l'enfance. Les filles étaient regroupées dans des organisations spécifiques, les piccoli italiens, entre 8 et 12 ans, et les Giovanni italiens, entre 13 et 18 ans. Dans ces structures, dépendantes du Gioventù, on a enseigné aux féministes fascistes que leur rôle dans la société était de fonder une famille, d'élever des enfants et d'obéir à l'autorité masculine. Les activités comprenaient la cuisine, la couture, la garde d'enfants et des exercices physiques conçus pour renforcer le corps en vue de la maternité. Les manuels scolaires et les programmes officiels ont été remaniés pour renforcer cette vision. Les matières techniques et scientifiques ont été minimisées dans l'éducation des filles. Au lieu de cela, l'accent a été mis sur la moralité, les vertus domestiques et l'histoire nationale.
où la figure du père fondateur a été exaltée et la mère rendue invisible en dehors de la famille. La presse écrite, sous la supervision de l'État, a reproduit ce modèle. Dans des magazines tels que La Donna Fascista et Madre Italiana, des articles promouvaient les normes de conduite, l'hygiène domestique et la loyauté envers le duce. Les témoignages de femmes ayant beaucoup d'enfants ont été présentés à titre d'exemple. Les opinions dissidentes n'ont pas été prises en compte, et les idées sur l'indépendance des femmes ou les réformes juridiques n'ont pas été autorisées. La radio, un média de masse en pleine expansion dans les années 1930, était également utilisée à des fins d'endoctrinement. Des programmes tels que La Voz. Les livres de la mère italienne distribuaient des conseils aux épouses, des règles pour l'éducation des enfants et des leçons sur le devoir des femmes envers la patrie. Ces contenus ont été produits par des agences officielles et ont reçu l'approbation directe du parti fasciste. Le cinéma, régulé par la censure préventive, présentait les femmes dans des rôles secondaires ou subordonnés. Les films de l'époque présentaient des intrigues centrées sur l'honneur familial, le sacrifice conjugal et la maternité comme destin. Les actrices jouaient des personnages sans ambition professionnelle ni notoriété sociale. Les histoires de femmes se résolvaient toujours par le mariage et la famille. Le régime a intégré l'Église catholique comme alliée dans cette politique. Par le Concordat de 1929, l'État reconnaît le catholicisme comme religion officielle et garantit son influence sur l'éducation et la vie familiale. L'image de la Vierge Marie comme femme modèle a été incorporée dans le discours fasciste. La maternité était présentée à la fois comme une vocation divine et un devoir national. La propagande ne se limitait pas à promouvoir un idéal positif. Elle a également masqué les conséquences négatives du modèle imposé. Dans les hôpitaux de guerre, par exemple, les infirmières étaient représentées dans les actualités comme des figures angéliques, porteuses de réconfort. Cependant, des rapports internes ont révélé un manque de ressources, des soins médicaux chaotiques et des conditions extrêmes. Ces aspects n'ont jamais été diffusés publiquement. À tous les niveaux, le régime a utilisé la propagande pour consolider une image unique des femmes. Chaque canal, visuel, scolaire, radio, imprimé et cinéma, fonctionnait selon une logique coordonnée. L'objectif était clair: éliminer toute représentation féminine qui ne coïncidait pas avec le rôle maternel et domestique défini par l'État. Tout écart était rendu invisible, corrigé ou supprimé. Interdiction du contrôle des naissances. La politique reproductive fasciste ne se limitait pas à encourager les naissances par des incitations et de la propagande. À partir de la seconde moitié des années 1920, le régime a mis en œuvre une stratégie d'interdiction systématique du contrôle des naissances. Cette mesure visait non seulement à augmenter la population, mais aussi à contrôler la vie intime des femmes dans le cadre de paramètres idéologiques définis par l'État. En 1930, une loi nationale a été promulguée interdisant la distribution, la vente et l'utilisation de contraceptifs. Cette loi incluait les préservatifs, les diaphragmes, les crèmes spermicides et toute autre méthode mécanique ou chimique. Les pharmacies ont été inspectées et les établissements proposant ces produits pourraient être sanctionnés par des mesures de fermeture temporaire. La possession ou la recommandation de contraceptifs par le personnel médical était un motif d'enquête professionnelle et de sanction. Parallèlement à cette interdiction, une censure de l'information a été adoptée. Il a été interdit aux médias d'aborder le sujet. Les revues scientifiques ne pouvaient pas publier d'articles sur la contraception, et l'accès aux manuels médicaux traitant des méthodes de prévention des grossesses n'était pas autorisé. L'objectif était de créer un environnement dans lequel la simple mention du contrôle des naissances était exclue du débat public et universitaire. L'État est également intervenu dans le domaine de la santé reproductive par l'intermédiaire de l'Opéra national. Maternité et enfance, ONMI, des centres de soins médicaux dédiés exclusivement à la protection des femmes enceintes et des mères ont été créés. Cependant, ces institutions fonctionnaient selon une logique de surveillance idéologique. Les consultations gynécologiques n'incluaient pas de conseils en matière de contraception. Au lieu de cela, le suivi de la fertilité et de la grossesse a été promu comme une responsabilité civique. L'interdiction de l'avortement a été renforcée par une législation pénale stricte. Le Code Rocco, adopté en 1930, prévoyait des peines de prison pour toute personne impliquée dans un avortement,
y compris les femmes, les médecins et toute autre personne impliquée. Les peines variaient d'1 à 5 ans et étaient appliquées même dans les cas où la procédure était pratiquée pour des raisons de santé ou de difficultés économiques. Cette législation est restée en vigueur jusqu'à l'après-guerre. Les campagnes éducatives ont également intégré cette logique. Dans les écoles de filles, on enseignait aux femmes que la maternité devait être acceptée sans réserve et que l'avortement était contraire à l'esprit national. Les femmes ont été éduquées à rejeter toute pratique limitant la fertilité. La figure de la mère obéissante et soumise devient la seule référence du comportement féminin. Les professionnels de la santé étaient soumis à une surveillance. Les médecins qui encouragent ou facilitent l'utilisation de contraceptifs peuvent être suspendus de leurs fonctions ou expulsés de l'association médicale. Les sages-femmes et les infirmières étaient tenues de collaborer aux campagnes de contrôle des naissances, de signaler les irrégularités et de s'abstenir de toute action contredisant la ligne officielle. Le régime a également utilisé l'Église catholique comme allié dans cette politique. Depuis la signature du Concordat en 1929, la vision de la procréation comme mandat religieux s'est renforcée. Les campagnes publiques contre le contrôle des naissances bénéficiaient du soutien des autorités ecclésiastiques qui partageaient la condamnation morale de l'avortement et de la contraception. Cette collaboration a facilité l'établissement d'une morale unique, défendue depuis la chaire et l'État. Dans les régions rurales et périphériques, où l'accès à l'information médicale était limité, la répression s'est manifestée par la stigmatisation communautaire. Les femmes qui n'avaient pas d'enfants ou qui étaient soupçonnées d'éviter les grossesses étaient soumises à l'exclusion sociale et à la pression collective. Dans ces domaines, les lois visibles n'étaient pas nécessaires. La surveillance s'opérait par la coutume, les rumeurs et le contrôle informel. L'interdiction du contrôle des naissances s'inscrivait dans une architecture plus large d'intervention de l'État dans la vie privée. Le régime a fait de la reproduction une question politique. Elle a non seulement encouragé les naissances, mais a délibérément éliminé toute alternative, soumettant le corps féminin aux objectifs démographiques de l'État. Pression pour se marier et avoir des enfants. Dès les premières années du régime fasciste, le mariage était défini comme une institution fonctionnelle de l'État. Le mariage et la maternité n'étaient pas considérés comme des décisions personnelles, mais comme des devoirs civiques. La politique démographique adoptée en 1927 intégrait l'encouragement du mariage comme l'un de ses piliers fondamentaux. L'État a mis en place un réseau d'incitations juridiques, économiques et symboliques pour promouvoir le mariage précoce et la formation de familles nombreuses. Par l'intermédiaire de l'Opéra national pour la maternité et l'enfance, ONMI, les jeunes couples mariés pourraient accéder à des prêts subventionnés par l'État. Ces prêts étaient remboursés en fonction du nombre d'enfants nés. Après le 4e enfant, la dette a diminué de manière significative et, avec 6 enfants survivants, elle a pu être entièrement remboursée. En outre, des avantages fiscaux ont été instaurés. Les couples mariés avec plusieurs enfants bénéficiaient d'exonérations fiscales, de tarifs de transport réduits, d'une priorité dans le logement social et d'un accès préférentiel à certains emplois publics. Ces mesures ont promu le mariage comme moyen de progrès économique au sein du système fasciste. En revanche, le célibat était sanctionné par des instruments juridiques. La plus notable était la taxe sur le célibat, qui obligeait les hommes célibataires âgés de 25 à 65 ans à payer une cotisation annuelle qui augmentait avec l'âge et les revenus. Cette sanction économique renforçait l'idée que ne pas se marier était une forme de non-conformité à l'idéal national. La propagande officielle a également contribué à normaliser l'union naissante. Dans des publications telles que La Vita Italiana ou La femme fasciste, mettaient en scène des histoires de jeunes qui se mariaient dans le cadre de leurs devoirs patriotiques. Les femmes étaient encouragées à se marier entre 18 et 22 ans, tandis que les hommes étaient tenus de le faire avant 27 ans. Le mariage au-delà de cet âge, sans engagement, était considéré comme un signe d'égoïsme ou de déviance. Le système éducatif a renforcé ce mandat. Dans les organisations de jeunesse du régime, Giovanni Italien et Gioventù féministe fasciste, les filles étaient formées pour devenir épouses. Le développement académique ou professionnel n'était pas encouragé. À la place, des cours de cuisine, de couture, de puériculture et d'économie domestique étaient proposés. Le mariage était présenté comme une étape obligatoire dans la vie de chaque femme.
Les enseignants des écoles publiques ont également participé à cette campagne. Instruits par des inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale, ils devaient mettre l'accent sur la valeur du mariage et de la maternité dans leurs cours. Les histoires racontées en classe évitaient les exemples de femmes célibataires ou indépendantes. Chaque récit se terminait par la formation d'une famille traditionnelle, les organisations féminines du régime, comme les fascis. Les Feminili organisaient des événements collectifs où les jeunes mariés étaient célébrés. Des certificats ont été présentés, des serments de loyauté envers le pays et le mari ont été prêtés. Et la cérémonie de mariage a été liée au renforcement de l'État. La cérémonie civile a été présentée comme un acte d'allégeance politique. Dans certaines provinces, les autorités locales ont mis en place des concours publics pour décerner des prix aux couples mariés ayant le plus d'enfants. Ces compétitions ont été financées par les municipalités et ont bénéficié d'une couverture médiatique. Les prix comprenaient des appareils électroménagers, de la nourriture et une reconnaissance lors d'événements publics. L'objectif était d'encourager une rivalité fructueuse entre les familles et de consolider le modèle souhaité. L'Église catholique, alliée du régime après le Concordat de 1929, renforce le discours. Les prêtres ont promu le mariage comme une obligation morale. Une vie célibataire sans vocation religieuse était découragée depuis la chair et les couples qui cohabitaient sans mariage étaient publiquement condamnés. La collaboration entre l'État et l'Église garantissait un message cohérent. La pression pour se marier a également eu des répercussions sur le lieu de travail. Dans plusieurs branches de la fonction publique, l'État a donné la préférence aux hommes mariés avec enfants lors de l'attribution de promotions ou de postes. L'état matrimonial est devenu un critère professionnel. Dans les entreprises privées, influencées par la politique de l'État, ces pratiques ont été reproduites. La combinaison d'incitation, de sanctions et de propagande a créé un système dans lequel le mariage n'était pas une option, mais un devoir exigé par le régime. Se marier et avoir des enfants sont devenus une condition pour accéder pleinement aux droits et aux avantages de l'État. Ceux qui ne se conformaient pas à ce modèle étaient relégués, invisibles ou pénalisés. Les femmes en dehors du lieu de travail. Le régime fasciste a mené une politique délibérée d'exclusion progressive des femmes du marché du travail, en particulier dans les secteurs considérés comme incompatibles avec leur rôle maternel et domestique. Cette stratégie s'inscrivait dans un projet plus large visant à confiner les femmes à la maison et à consolider un modèle de société hiérarchique et patriarcale. À partir de 1927, des décrets furent promulgués limitant l'embauche des femmes dans la fonction publique. Dans un premier temps, des quotas ont été établis pour leur participation aux compétitions officielles. Par la suite, les femmes ont été exclues de certains postes techniques, administratifs et de direction. Dans certains ministères, comme celui des Travaux publics et des Finances, la suppression progressive des postes occupés par des femmes célibataires a été ordonnée, leur permettant de rester seulement jusqu'à la retraite sans possibilité de promotion. Royal numéro 2480, publié en 1933, a officialisé ces restrictions. La règle stipulait que dans toutes les compétitions publiques, la préférence devait être donnée aux hommes mariés avec enfants. Ainsi, la politique des naissances était directement liée à l'accès à l'emploi, renforçant l'idée que les femmes devaient laisser la place à l'homme qui était le soutien de famille. Cette exclusion s'étend également au secteur privé. Par le biais d'accords d'entreprise entre l'État et les associations patronales, des politiques de licenciement ou de non-renouvellement de contrats pour les femmes sans personnes à charge ont été recommandées. Les entreprises qui ont adopté ces mesures ont été considérées comme collaboratrices du projet national. Dans le domaine industriel, les femmes ont été déplacées des secteurs tels que la métallurgie, la construction et l'administration technique. Ils étaient uniquement maintenus dans des emplois auxiliaires, dans le textile ou dans la transformation des aliments, associés à des compétences manuelles et à de faibles salaires. Dans de nombreuses usines, des horaires différenciés ont été mis en place pour les travailleuses, avec des heures réduites et aucun accès à des avantages tels que la retraite complète ou les allocations chômage. Des campagnes publiques ont renforcé cette politique. Les affiches officielles représentaient des femmes entourées d'enfants ou effectuant des tâches domestiques, tandis que les hommes apparaissaient comme des ouvriers ou des soldats. Les images de femmes dans les bureaux, les ateliers ou les espaces publics ont progressivement disparu de l'imaginaire de l'État.
La représentation officielle réduit la figure féminine à l'espace du foyer. Le système éducatif reflétait également ce modèle. Les filles étaient orientées vers des écoles professionnelles domestiques où on leur enseignait la cuisine, la couture, l'hygiène et la gestion du ménage. Les matières techniques, scientifiques et commerciales ont été réduites ou complètement éliminées des programmes des filles. L'objectif était de limiter les formations pouvant conduire les femmes à un emploi formel. Les organisations féminines du régime, comme les Fasci Femminili, n'a pas non plus encouragé l'intégration des femmes dans le monde du travail. Leurs cours et activités mettaient l'accent sur les compétences liées à l'éducation des enfants, à l'obéissance et à l'économie domestique. Les exceptions étaient les professions de soins, comme les soins infirmiers ou le travail social, toujours dans le cadre d'un service subordonné. Durant la crise économique des années 1930, ce discours s'est intensifié. L'État considérait que chaque emploi occupé par une femme était un emploi perdu pour un homme chef de famille. Cette logique a conduit à des mesures telles que la réduction du nombre de femmes employées dans les chemins de fer, dans la poste et dans le système d'assurance publique. Dans le discours officiel, l'exclusion des femmes du marché du travail n'était pas présentée comme une discrimination, mais plutôt comme une forme de protection. Il a été avancé que les femmes ne devraient pas être exposées au stress, aux déplacements physiques ou à la concurrence du marché. Ces justifications étaient fondées sur une prétendue infériorité physique et émotionnelle, affirmée dans les manuels scolaires, les programmes radiophoniques et les publications officielles. L'Église catholique a soutenu ce point de vue. Les homélies et les catéchismes scolaires valorisaient le rôle de la mère dévouée au foyer. L'autonomie économique des femmes n'était pas reconnue comme une valeur et toute aspiration professionnelle en dehors des cadres traditionnels était découragée. Malgré ces politiques, de nombreuses femmes ont continué à travailler, notamment dans les champs, dans les petites entreprises et dans le secteur informel. Cependant, leur vie professionnelle était ignorée par le discours officiel qui ne reconnaissait les femmes que comme mères, épouses ou collaboratrices secondaires des hommes. La politique fasciste n'a pas éliminé le travail des femmes, mais elle l'a subordonné, dissimulé et dévalorisé. L'exclusion formelle s'accompagnait d'une invisibilité symbolique visant à consolider un modèle de citoyenneté où le travail était une expression de virilité et les femmes étaient exclues de l'espace productif légitime. Discrimination persistante sur le lieu de travail. Même dans les espaces où les femmes parvenaient à conserver leur emploi, elles étaient soumises à une discrimination systématique qui se manifestait à de multiples niveaux, salarial, fonctionnel, hiérarchique et symbolique. L'accès au travail ne s'accompagnait pas de conditions d'égalité, mais d'un ensemble de normes et de pratiques destinées à les maintenir dans des positions subordonnées. Dans le secteur public, les femmes qui n'étaient pas exclues par les décrets des années 1930 étaient confrontées à des restrictions d'avancement. Elles étaient souvent embauchées à des postes de niveau inférieur, avec des salaires inférieurs à ceux de leurs collègues masculins, même lorsqu'elles exerçaient des fonctions équivalentes. Lors des concours, des critères différenciés ont été établis. Tandis que les hommes étaient évalués sur le mérite administratif et l'expérience, les femmes devaient répondre à des exigences supplémentaires liées à leur état civil ou à leur volonté de quitter leur emploi en cas de mariage. Une clause de résiliation automatique en cas de mariage a été adoptée. Cette règle non écrite mais largement appliquée obligeait les femmes à signer une lettre de démission préalable si elles se mariaient. Dans des secteurs tels que l'éducation, les services postaux et certaines branches du gouvernement local, cette pratique est devenue la norme. Dans le secteur privé, l'écart salarial était structurel. Dans les usines de textiles, d'alimentation et de vêtements, les femmes recevaient entre 30 et 50% de moins que les hommes pour des tâches similaires. Les femmes étaient systématiquement affectées à des activités répétitives, moins complexes techniquement, avec des possibilités de promotion limitées. Ils accédaient rarement à des postes de contrôle qualité, de supervision ou d'administration. Dans les contrats de travail, les femmes n'étaient pas considérées comme chefs de famille. Cette omission empêchait l'accès aux prestations associées telles que les allocations familiales, les aides au logement ou les congés prolongés. Les formulaires officiels supposaient que chaque femme qui travaillait dépendait économiquement d'un homme. Le régime n'a pris aucune mesure efficace pour corriger cette inégalité. Au contraire, elle l'a renforcée par la législation et la propagande.
La rhétorique fasciste soutenait que le travail des femmes était complémentaire et transitoire, valable seulement en l'absence du mari ou pendant des périodes exceptionnelles. Cette vision a été reprise dans les manuels scolaires, les bulletins officiels et les médias. Dans les organisations syndicales créées par le régime, comme les entités de prévoyance ou dans les syndicats contrôlés par l'État, la représentation des femmes était marginale. Les décisions étaient prises par les hommes et les comités de négociation collective n'incluaient pas de travailleuses. Dans les discussions sur les conditions de travail, les questions liées à l'emploi des femmes étaient traitées comme des questions secondaires. Pendant la guerre, de nombreuses femmes ont été temporairement intégrées dans les secteurs productifs en raison de la mobilisation des hommes. Cependant, ces ajouts n'ont pas modifié la structure discriminatoire. Les nouvelles travailleuses ont été embauchées avec des salaires inférieurs et sans droit en matière de sécurité de l'emploi. Une fois les campagnes militaires terminées, ils étaient censés quitter leur position et les rendre aux hommes démobilisés. La propagande n'a pas reconnu les femmes qui travaillent comme des sujets légitimes. Les images d'ouvriers, d'employés de bureaux ou d'employés étaient rares, voire inexistantes. Au contraire, la figure de la mère au foyer a été promue, renforçant l'invisibilité symbolique de celles qui, malgré les barrières, exerçaient des fonctions productives essentielles. L'Église catholique n'est pas non plus intervenue pour remettre en cause cette situation. Son discours a renforcé l'association entre le travail des femmes et l'exception. Depuis les chaires et dans les manuels scolaires, il a été réitéré que la mission d'une femme était de prendre soin de ses enfants et de son mari, et que le travail à l'extérieur du foyer devait être limité aux situations de besoin. Sur le plan juridique, il n'existait aucun cadre garantissant l'égalité de rémunération, la protection contre le licenciement pour cause de mariage ou l'égalité d'accès à la sécurité sociale. Les lois du travail sont restées adaptées à un modèle masculin, sans reconnaissance des droits spécifiques des travailleuses. Cette discrimination persistante n'était pas une conséquence secondaire, mais une manifestation structurelle de la politique de genre du régime. L'État a non seulement limité l'accès des femmes au travail, mais a également maintenu les femmes qui travaillaient dans une position d'infériorité permanente, renforcée par la loi, la coutume et le discours officiel. Éducation pour devenir femmes au foyer. Le système éducatif féminin a été restructuré pour produire des femmes obéissantes, fertiles et soumises au projet national. De l'école primaire aux organisations de jeunesse, l'éducation de toutes les filles était orientée vers la réalisation du modèle d'épouse et de mère au service de l'État. En 1928, le ministère de l'Éducation nationale approuve un programme spécifique pour les filles. Les matières académiques traditionnelles, telles que les mathématiques, les sciences et l'histoire du monde, ont été réduites ou simplifiées. À leur place, des matières pratiques liées à la maison ont été incorporées: la cuisine, la couture, l'hygiène personnelle, les soins aux enfants, l'administration domestique et la morale féminine. Cette modification était basée sur l'idée que le rôle principal des femmes était de s'occuper du foyer et de la reproduction. Les filles ont été orientées vers des écoles complémentaires qui ont renforcé cette préparation. Parmi les institutions les plus actives, on trouve les Instituti Magistrali Feminili, qui offraient une formation à l'enseignement de base et aux tâches domestiques. Dans ces écoles, les élèves recevaient des cours sur les techniques de conservation des aliments, la confection de vêtements, l'éducation des enfants et le maintien de l'environnement familial. La politique éducative a été soutenue par les organisations de jeunesse. Dès l'âge de 8 ans, les filles entraient au Piccole italien, où ils ont participé à des activités dirigées par l'Opéra National Balilla. À 13 ans, ils ont déménagé au Giovanni Italiane, la branche jeunesse féminine du Parti national fasciste. Dans les deux phases, les activités ont été conçues pour inculquer l'obéissance, la discipline et la préparation à la vie conjugale. Les manuels scolaires ont renforcé ce discours. Dans les textes de lecture, les protagonistes étaient toujours des mères, des épouses ou des filles exemplaires. Les histoires décrivaient des filles qui aidaient leur mère à la maison, prenaient soin de leurs frères et sœurs et rêvaient de mariage. Les femmes qui travaillaient, étudiaient ou décidaient de ne pas fonder de famille n'étaient pas représentées. Les inspections scolaires étaient effectuées par des fonctionnaires nommés par le ministère. Ils ont été surveillés pour garantir que le contenu et les méthodologies respectaient les principes fascistes. Tout écart, comme l'inclusion d'auteurs étrangers ou la promotion de modèles féminins indépendants,
pourrait entraîner des sanctions ou le remplacement d'enseignants. Dans les zones rurales, le régime a encouragé l'ouverture d'écoles d'économie domestique financées en partie par l'Opéra national, Maternité et enfance, ONM1. Dans ces institutions, les jeunes paysannes recevaient une formation de base en matière d'éducation des enfants, de tâches ménagères, de gestion du budget familial et de nutrition infantile. L'accès à ces écoles était présenté comme un privilège, bien que leur but fût de maintenir les femmes dans les limites fonctionnelles imposées par l'État. La formation comprenait également un enseignement idéologique. Les étudiants ont étudié les discours de Mussolini, les principes du fascisme et le rôle que les femmes devraient jouer dans le renforcement de la nation. Des défilés scolaires, des serments collectifs et des cérémonies étaient organisés au cours desquels les filles exprimaient publiquement leur adhésion à la doctrine officielle. Les contenus sur la sexualité, la planification familiale ou les droits individuels ont été complètement exclus. L'éducation sexuelle a été remplacée par les principes de la morale catholique, enseignés en collaboration avec l'Église. La virginité avant le mariage, la soumission à son mari et le renoncement au plaisir personnel étaient promus comme des vertus. Les jeunes femmes qui exprimaient des aspirations en dehors du modèle officiel, comme s'inscrire à l'université, voyager seules ou reporter le mariage, subissaient la pression de leur famille, de leur école et de leur communauté pour se conformer à ces attentes. Il n'existait aucun espace institutionnel reconnaissant le droit des femmes à définir leur propre destin. L'université n'était pas interdite aux femmes, mais l'accès était restreint dans la pratique. Les carrières les plus promues étaient l'enseignement, les soins infirmiers et la pharmacie, tandis que l'admission à l'architecture, au droit, à l'ingénierie ou à la médecine était découragée. Les étudiantes universitaires étaient considérées comme une exception et leur visibilité dans le discours officiel était minimale. Dans l'ensemble, le système éducatif a fonctionné comme un instrument d'endoctrinement. Il ne s'agissait pas de développer des compétences critiques ou professionnelles chez les filles, mais plutôt de les préparer à devenir de futures ménagères disciplinées, des travailleuses reproductives efficaces et des transmettrices des valeurs du régime. Les écoles étaient un moyen direct de consolider la structure familiale que le fascisme considérait comme essentielle à sa survie. Médias et magazines féminins. Sous le régime fasciste, les médias destinés à un public féminin étaient utilisés comme outils de diffusion idéologique et de renforcement du modèle de féminité promu par l'État. À travers des magazines, des bulletins d'information, des brochures et des suppléments éducatifs, une représentation unique et fonctionnelle de ce que devrait être une femme fasciste s'est consolidée. Obéissante, mère de nombreux enfants, austère et soumise. L'appareil d'État réglementait l'ensemble de la presse par l'intermédiaire du ministère de la Femme. De la culture populaire, ministère de la culture populaire, qui contrôlait la censure préalable, autorisait les publications et supervisait leur contenu. Dans ce cadre, l'émergence de médias spécifiquement destinés aux femmes était autorisée et encouragée, à condition qu'ils renforcent les valeurs du régime. L'une des publications les plus importantes était la Donna Fascista, l'organe officiel des Fasci Femminili, fondé en 1929, était distribué par les branches locales du Parti national fasciste et se concentrait sur le renforcement du rôle domestique et maternel des femmes. Ces articles abordaient des sujets tels que la nutrition infantile, l'économie domestique, l'hygiène familiale et la moralité conjugale. La figure de la femme travailleuse ou indépendante n'était pas présente dans ces pages. Une autre publication notable était Madre Italiana, un magazine mensuel promu par l'Opéra national. Maternité et enfance, ONMI. Son contenu comprenait des conseils médicaux, des conseils sur la grossesse, l'allaitement, les soins aux nouveau-nés et l'éducation des enfants selon les principes fascistes. La maternité était présentée comme une fonction sociale au service de la nation et non comme un choix personnel. Les deux publications comportaient des colonnes contenant des discours de Benito Mussolini adressés spécifiquement aux femmes. Des phrases telles que « Donner des enfants à l'Italie, c'est donner des soldats à l'avenir » ont circulé, présentant la reproduction comme un devoir patriotique. Les sections contenant des lettres de lecteurs ont été filtrées pour garantir que seuls les témoignages renforçant l'idéologie officielle apparaissent. Des profils de femmes ayant reçu la médaille de la mère fasciste ont également été publiés. Ces histoires suivaient un modèle commun. La femme dévouée avec plusieurs enfants,
dévouée à son foyer et reconnaissante envers le régime. Les histoires de femmes célibataires, sans enfants ou professionnelles, n'étaient pas incluses, et la discussion sur le rôle des femmes en termes généraux n'était pas autorisée. Les médias féminins n'étaient pas des espaces d'opinion ou d'analyse, mais plutôt des instruments de normalisation. La cuisine, la couture, la religion, l'hygiène domestique et la loyauté conjugale occupaient le centre du contenu. L'accès à des sujets tels que la littérature, la science, la politique ou la sexualité était complètement absent. Le langage utilisé dans ces magazines évitait le jargon technique et s'adressait à un public général, en grande partie sans formation supérieure. Des phrases courtes, des recommandations pratiques et des formules impératives ont été utilisées. Le style renforçait l'autorité de l'État et du parti en tant que guides moraux et sociaux. Graphiquement, les images ont été soigneusement sélectionnées. Les couvertures montraient souvent des mères entourées d'enfants, des jeunes femmes en uniformes faciaux, etc., faminiles, ou figures féminines dans une attitude serviable. Les femmes n'étaient jamais représentées seules, les femmes âgées sans famille ou engagées dans des activités intellectuelles. Les médias féminins ont également servi de véhicules de contrôle indirect. En diffusant un modèle unique de la femme désirable, ils ont renforcé la marginalisation de celles qui n'y correspondaient pas. La répétition constante d'un idéal, mère fertile, épouse fidèle, citoyenne disciplinée, fonctionnait comme un outil de pression symbolique pour ceux qui vivaient en dehors du moule officiel. L'État a encouragé la distribution massive de ces publications dans les écoles, les sièges des organisations féminines, les hôpitaux, les paroisses et les bureaux publics. Dans certaines provinces, les bulletins locaux du parti comprenaient des suppléments spéciaux pour les femmes, tous avec le même contenu normatif. L'Église catholique a également collaboré à la production de contenus imprimés destinés aux femmes. Au travers de revues paroissiales et de brochures distribuées lors des messes dominicales, des valeurs telles que la chasteté, l'obéissance et le rejet du divorce ou de l'avortement ont été renforcés. Ces textes évitaient toute référence aux droits individuels ou à l'égalité des sexes. Pendant 2 décennies, les médias destinés aux femmes ont fonctionné comme des instruments d'endoctrinement quotidien. Au-delà de la propagande directe, leur fonction principale était de consolider un environnement culturel fermé où la seule identité féminine possible était celle qui répondait au modèle fasciste. L'information, les images et l'écrit ont été utilisés pour maintenir un contrôle idéologique sur des millions de lectrices. Programme de formation à domicile. La politique fasciste sur le rôle des femmes ne se limitait pas à l'éducation scolaire et à la propagande. À partir des années 1930, le régime a mis en place un réseau institutionnel spécifiquement dédié à la formation pratique des femmes aux tâches ménagères, à l'éducation et à la garde des enfants. Ces activités étaient organisées, financées et supervisées par des agences d'État. L'un des piliers de ce système était l'Opéra national maternité et enfance, ONMI, institution créée en 1925 dans le but de protéger les mères et les enfants. Par l'intermédiaire de ces antennes locales, l'ONMI offrait une assistance médicale, des fournitures de base, des conseils et des cours aux femmes enceintes et aux femmes avec de jeunes enfants. Cependant, sa fonction n'était pas uniquement sociale. Elle remplissait également un rôle éducatif basé sur des critères idéologiques. Les branches de l'ONMI proposaient des cours sur la nutrition infantile, l'hygiène domestique, les premiers secours, la gestion du budget familial et la psychologie infantile de base. Ces classes ne favorisaient pas l'autonomie féminine, mais plutôt l'adaptation à un modèle domestique subordonné. On enseignait aux femmes comment nourrir leur mari, garder la maison en ordre, organiser les courses et éduquer leurs enfants à la discipline. Un autre espace clé était la Scuola di Mistica féminine, poussée par les fascis féminins. Bien qu'il comportait une composante doctrinale, axée sur l'étude du fascisme, il offrait également une formation pratique sur le comportement, la posture, l'habillement et les bonnes manières au foyer. Le modèle de la femme fasciste devait être non seulement obéissante, mais aussi soignée, efficace et calme. Dans les zones rurales, le régime a créé des écoles d'économie domestique et des cours itinérants dispensés par des instructeurs formés par l'État. Ces activités s'adressaient aux femmes paysannes et étaient organisées par les Massais, Rurali, branche du parti créée en 1933. À travers ces structures,
des techniques de conservation des aliments, de soins aux animaux de compagnie, d'organisation du garde-manger et d'agriculture à petite échelle étaient enseignées, toujours dans le but de renforcer l'unité familiale. La participation à ces programmes n'était pas officiellement obligatoire, mais dans la pratique, elle était incitée par des avantages concrets: lait en poudre, bons d'alimentation, vêtements pour enfants et accès préférentiel aux soins médicaux. Les femmes qui participaient régulièrement aux réunions étaient mieux traitées par les autorités locales et recevaient des certificats qui pouvaient faciliter l'accès aux aides de l'État. En plus de la formation technique, ces séances comprenaient des éléments de formation idéologique. Des extraits des discours du Doucet sur la maternité ont été lus, des hymnes patriotiques ont été chantés et des slogans liant le devoir des femmes à la force de la nation ont été répétés. On enseignait que chaque action domestique, aussi simple soit-elle, contribuait à la grandeur de l'Italie. Les participants étaient observés par des observateurs désignés par le parti. La présence, le comportement et les progrès dans les cours ont été enregistrés. Les femmes qui manifestent un désintérêt ou remettent en question le contenu pourraient être exclues des prestations. Dans certaines régions, la participation à ces cours était obligatoire pour avoir accès aux subventions municipales ou à la reconnaissance comme famille exemplaire. Dans les centres urbains, le régime organisait des cours du soir pour les femmes de la classe ouvrière, au cours desquels les normes d'hygiène, de soins personnels et de gestion du ménage étaient renforcées. Bien que ces femmes travaillaient, l'État n'acceptait pas leur rôle de travailleuses comme légitime à long terme. Le but de la formation était de préparer leur retour au foyer en tant que femmes au foyer après le mariage ou la maternité. La formation comprenait également une préparation prénuptiale. Les femmes fiancées ont reçu des séances sur les devoirs conjugaux, la subordination à leur mari, la gestion du ménage et l'importance de l'obéissance dans la vie de famille. L'idée a été soulignée qu'un mariage ordonné commence avec une épouse formée à son rôle. L'ensemble de ce réseau de formation domestique était une extension pratique de la doctrine fasciste sur les femmes. Loin d'offrir des opportunités de croissance personnelle ou professionnelle, ces programmes ont consolidé la place des femmes dans le cadre politique du régime, productrices d'enfants, gestionnaires du foyer et garantes de l'ordre intérieur. La formation ne cherchait pas à les préparer à devenir des citoyens actifs, mais plutôt des domestiques au service de l'État. Sans voix politique, les femmes italiennes ont été exclues de la vie politique institutionnelle. Ils ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas faire partie des organes représentatifs de l'État et n'avaient pas le droit d'occuper des postes de décision au sein du Parti national fasciste. Cette exclusion n'était pas un oubli, mais une politique délibérée et soutenue. La Constitution du Royaume d'Italie, en vigueur sous le régime, ne reconnaissait pas le suffrage des femmes. Bien que certains secteurs libéraux aient promu des réformes limitées au début du XXe siècle, le fascisme a interrompu ce processus et consolidé le principe selon lequel la représentation politique était la responsabilité exclusive des hommes. Les élections furent en tout cas abolies en 1928, lorsque le Parlement ne fut plus élu au suffrage et fut composé de membres nommés directement par le Grand Conseil fasciste. Le Parti national fasciste, seul parti légal depuis 1926, n'a pas prévu de mécanisme pour une participation effective des femmes. Bien qu'il existait des structures organisationnelles dédiées aux femmes, comme les Fasci Femminili, ces femmes n'avaient aucun pouvoir réel au sein de l'appareil politique. Leurs tâches se limitaient à la mobilisation de propagande, à la supervision des activités éducatives et à l'assistance sociale. Ils ne participaient pas à la prise de décision et n'avaient pas de représentants dans les plus hautes instances du parti. Les femmes ne pouvaient pas être admises comme membres à part entière du parti. Elles ne pouvaient faire partie que de ses sections auxiliaires, toujours dirigées par des hommes. Ils ne pouvaient pas être délégués au congrès du parti, ni aspirer à des postes tels que secrétaire politique, podestat, maire ou membre du Grand Conseil. Les statuts du parti ne reconnaissaient pas leur autorité politique autonome. Dans le discours officiel, cette exclusion était justifiée par des raisons idéologiques. Le fascisme soutenait que la politique était une activité naturellement masculine, liée à la force, à l'ordre et à la discipline. On a soutenu que les femmes servaient la nation depuis le foyer, en élevant les futurs soldats et en maintenant l'équilibre moral de la famille. Toute forme de participation publique des femmes était considérée comme une déviation de leur rôle naturel. En 1937,
le régime autorisa certaines femmes à participer à des organisations liées à l'Opéra national. Maternité et enfance, ONMI, ou la Massey Rurali, mais sans capacité délibérative. Ses collaborateurs effectuaient des tâches logistiques mais n'influençaient pas la politique. Leur rôle se limitait à exécuter les directives déjà définies par la hiérarchie masculine. Durant les années de guerre, certaines femmes ont été appelées à exercer des fonctions dans la défense civile, la gestion des abris ou les services médicaux. Toutefois, leur participation est restée fonctionnelle et non politique. Ils n'étaient pas autorisés à commenter la stratégie, à intervenir dans les décisions militaires ou à siéger aux conseils d'urgence locaux. Les lois électorales sont restées inchangées jusqu'après la chute du régime. Les femmes italiennes n'ont voté pour la première fois qu'en 1946, lors du référendum qui a défini la transition de la monarchie à la République. Il a fallu l'effondrement de l'appareil fasciste et l'instauration d'un nouvel ordre constitutionnel pour que le droit fondamental des femmes à la participation politique soit reconnu. Pendant plus de 2 décennies, l'exclusion politique des femmes n'était pas seulement juridique, mais aussi culturelle. Dans la presse, dans les écoles, dans les organisations du régime et dans la propagande, l'idée que les femmes devraient rester à l'écart de la politique a été répétée et naturalisée. Il n'y avait aucun débat public, aucune possibilité d'opposition et aucun espace d'éducation civique pour les femmes. La répression a également touché ceux qui tentaient de remettre en question ce modèle. Les femmes qui participaient à des cercles politiques clandestins, à des réseaux antifascistes ou à des initiatives critiques étaient persécutées, détenues ou contraintes à l'exil. Il n'existait aucune voie légale ou institutionnelle pour la dissidence féminine au sein de l'État fasciste. Pendant toute la durée du régime, la citoyenneté féminine était limitée à la sphère domestique et symbolique. L'État a utilisé son autorité légale et son pouvoir culturel pour éliminer les femmes des espaces de prise de décision, consolidant ainsi un ordre politique fondé sur l'exclusion de genre. Voici la version étendue du chapitre 13. Divorce interdit, rédigé entièrement sous le prom, sans jugement ni fioriture, et appuyé par des faits vérifiables. Le divorce est interdit. Sous le régime fasciste, l'État a consolidé l'interdiction absolue du divorce en Italie, renforçant une structure juridique et culturelle qui liait le mariage à la permanence, à l'obéissance et à l'indissolubilité. Cette politique n'a pas été introduite par le fascisme, mais elle a été réaffirmée et utilisée comme un outil de contrôle social, en particulier sur les femmes. La loi italienne avait déjà aboli le divorce civil en 1878, durant la période post-unitaire. Cependant, le régime fasciste a transformé cette restriction en principe idéologique central, l'intégrant dans sa vision de la famille comme cellule de base de l'État. Sous le fascisme, le mariage a été élevé au rang d'institution patriotique et fonctionnelle, et non plus seulement religieuse. Dans le discours officiel, le mariage était décrit comme un contrat irréversible entre un homme et une femme orienté exclusivement vers la procréation. Cette vision était cohérente avec la campagne démographique initiée en 1927 et avec les politiques favorisant la maternité. Les femmes ne devaient pas abandonner leur mari ni revendiquer leur indépendance juridique. Leur devoir était d'entretenir le foyer et d'élever les enfants, quelles que soient les conditions du lien conjugal. Le régime a rejeté toute initiative visant à rouvrir le débat sur la légalisation du divorce. Les quelques juristes qui ont soulevé la nécessité d'une législation exceptionnelle, par exemple en cas d'abandon ou de violence, ont été déboutés par les organismes officiels. Le sujet a été retiré de la vue du public et aucune publication, aucun débat ni aucune proposition législative sur le sujet n'ont été autorisés. L'union entre le fascisme et l'Église catholique, scellée par le Concordat de 1929, renforça encore cette interdiction. L'État a officiellement reconnu le mariage religieux comme équivalent au mariage civil, et la doctrine catholique sur l'indissolubilité du mariage a été intégrée à la politique familiale du régime. L'Église a acquis une juridiction exclusive sur le mariage canonique, et l'État a renoncé à tout droit de légiférer autrement. Cette alliance a eu des conséquences pratiques. Non seulement les femmes ne pouvaient pas obtenir le divorce, mais elles manquaient également de mécanismes efficaces de séparation légale d'avec leur mari en cas de maltraitance, d'abandon ou d'adultère. Les séparations légales étaient exceptionnelles, difficiles à traiter et ne permettaient pas le remariage. Les femmes séparées étaient stigmatisées.
ne bénéficiaient pas d'une pleine reconnaissance juridique et, dans de nombreux cas, se retrouvaient sans soutien financier. Le système judiciaire a reproduit cette logique. Les tribunaux civils considéraient la stabilité conjugale comme une priorité. Les femmes qui demandèrent la séparation étaient souvent invitées à se réconcilier avec leur mari. Les plaintes pour violences conjugales ont été minimisées et, dans certains cas, rejetées faute de preuves directes. La loi ne prenait pas en compte le concept de violence psychologique et l'infidélité masculine ne constituait pas un motif de séparation légale. D'un point de vue économique, la situation était encore plus restrictive. Les femmes mariées ne pouvaient pas disposer librement des biens matrimoniaux ni quitter le domicile conjugal sans autorisation judiciaire. S'ils le faisaient, ils perdraient automatiquement leur droit au logement et la garde de leurs enfants. Ce cadre juridique a maintenu de nombreuses femmes dans des unions forcées, sans aucune issue. La propagande officielle célébrait les épouses qui restaient fidèles à leur mari malgré les difficultés. Des magazines comme la Donna Fascista ont publié des articles louant la patience, l'obéissance et la capacité à supporter le tempérament ou l'infidélité d'un mari. L'idée a été promue qu'une véritable femme italienne était capable de maintenir son mariage sans poser de questions. Le divorce était présenté comme un vice étranger, associé à des pays décadents ou à des sociétés individualistes. Les manuels scolaires enseignaient que le mariage italien était sacré, indissoluble et le fondement de la moralité publique. Les enfants ont appris qu'une famille divisée constituait une menace pour la nation. Pendant les années de guerre, de nombreuses femmes ont été abandonnées par leurs maris partis au front ou n'en sont jamais revenus. Malgré cela, ils n'ont pas pu dissoudre légalement leur mariage ni reconstruire leur vie légale. Certains formaient de nouvelles familles de fait, mais ces unions manquaient de reconnaissance légale et leurs enfants étaient considérés comme illégitimes. Le divorce est resté interdit en Italie même après la chute du fascisme. Ce n'est qu'en 1970 que la première loi sur le divorce a été adoptée, et ce n'est qu'en 1974 que sa validité a été confirmée par référendum. La résistance institutionnelle à la reconnaissance de ce droit a été l'un des héritages les plus durables du modèle familial promu pendant le régime. Tout au long de la période fasciste, le mariage a fonctionné comme un outil d'assujettissement juridique, symbolique et pratique, en particulier pour les femmes. Leur permanence obligatoire au sein du lien conjugal était présentée non seulement comme une norme juridique, mais aussi comme une mission idéologique de l'État.